Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir échanger avec Renaud Évrard. Vous êtes psychologue, chercheur, vous travaillez pour l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialisé dans les phénomènes dits inexpliqués, inhabituels, et vous avez cofondé le Centre Circé, où vous accueillez des gens qui ont un vécu justement avec des phénomènes voilà, de ce type. Et je vous ai découvert lors d'une conférence qui a été organisée la semaine dernière au Forum 104 à Paris et que vous co-animiez avec d'autres personnes parce que vous avez sorti un livre qui s'appelle Le Manuel de la parapsychologie scientifique et dont on reparlera, que j'ai trouvé très intéressant. Et ma première question avant, ce serait qu'est-ce qui fait qu'un psychologue, que vous, personnellement, vous êtes intéressé au domaine de la parapsychologie? Est-ce que c'est venu tout à fait par hasard ou voilà, par les circonstances euh, qui vous ont aiguillé vers ce domaine? Ou est-ce que depuis plus jeune, vous aviez un attrait, une passion, quelque chose qui vous disait d'aller vers ça? Bonjour et merci pour l'invitation sur votre émission. Effectivement, on a sorti un grand manuel de parapsychologie scientifique chez Duno au mois de juin 2025 et c'était pour nous l'occasion de travailler. On était, je crois, 17 co-auteurs pendant 4 ans sur faire un peu le point sur les recherches scientifiques sur le paranormal qui sont très peu connues en France. Donc moi, ça fait effectivement une vingtaine d'années que je m'y consacre sur le plan académique, mais je n'ai pas une histoire très étonnante ou particulière là-dessus. Je pense que c'est vraiment venu avec de la curiosité scientifique une fois que j'étais étudiant en psychologie, en tombant sur des livres sur le sujet. Et du plus lointain que je remonte, au mieux, je me suis intéressé et passionné pour X-Files, qui était de ma génération, mais au-delà de ça, le lien avec la recherche parapsychologique est très lointain. J'ai pas vécu d'expérience, j'ai pas non plus une famille qui est versée particulièrement là-dedans. Et d'ailleurs, ils me regardent toujours avec des gros yeux alors que ça fait 20 ans que je bosse sur le sujet. Mais voilà, il s'est trouvé que j'ai pu faire des lectures et de ces lectures, j'ai pu faire des rencontres parce que j'ai essayé de trouver des gens avec qui discuter de tout ça. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur un certain nombre de chercheurs qui, dans ce domaine, sont accueillants parce que ils essaient de transmettre finalement une approche rigoureuse, critique de ces sujets. Et j'ai pu faire des stages dans des centres de recherche. Il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. Et voilà, j'en suis là d'essayer moi-même de créer une approche, un accueil de ces sujets. Oui, c'est d'autant plus intéressant que vous n'avez pas fait vous-même d'expérience et que quand même, voilà, ça vous a intéressé. Et du coup, ça permet, et c'est ce que j'ai ressenti dans la conférence, euh, une sorte, comme si vous étiez à l'intersection d'une pluridisciplinarité. Et je pense que c'est un peu l'objet aussi de l'ouvrage, de montrer que bah, il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine et des chercheurs de tous horizons, de toutes disciplines, et que finalement, la psychologie, elle peut, quand on parle de domaines comme ça qui sont difficiles en fait à placer dans le scientifique, il y a peut-être un besoin spécifique de pouvoir dialoguer justement avec plein de disciplines différentes pour élargir. Tout à fait. C'est assez juste le mot d'intersection, je m'y retrouve beaucoup parce que quand on s'intéresse à ça, très vite nos interlocuteurs ont envie de nous mettre dans une des boîtes. Tu y crois, tu n'y crois pas, t'as vécu le truc, t'as des pouvoirs ou quoi que ce soit. Et moi, je suis
j'ai un sentiment d'inconfort dans toutes ces boîtes différentes. Par contre, j'aime bien aller à la rencontre de n'importe quel public. Donc, je suis membre d'organisations sceptiques comme je suis membre actif hein, d'organisations dites parapsychologiques ou anomalistiques. Je suis, moi, à la base, plutôt un psychologue clinicien qui accueille des gens qui vivent ces expériences exceptionnelles, mais je suis pas là forcément pour ni valider ou invalider ce qu'ils ont vécu, mais plutôt pour les accompagner pour qu'ils arrivent à intégrer tout ça. Et quand on s'intéresse à ces sujets, on est débordé en tant que psychologue. Il y a des aspects anthropologiques, sociologiques, historiques qu'il faut connaître et qui aident à prendre du recul, mais aussi des aspects très techniques, de la physique, de la biologie, de la philosophie, qui demandent à écouter en fait les autres disciplines. Et ça a été la chance dès le départ, c'est que j'ai pu intégrer quand j'avais une vingtaine d'années un groupe d'étudiants de l'Institut métapsychique international, qui est une fondation de recherche qui organise justement cet événement et qui se trouve à Paris depuis plus d'un siècle. Et ce groupe étudiant réunissait des étudiants de toutes les disciplines. Et c'était des rencontres transdisciplinaires assez incroyables. Chacun, en fait, comprend que la parapsychologie vient un petit peu chahuter son propre domaine et a cet effort d'ouverture pour aller justement chercher des réponses à plusieurs. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti en assistant à la conférence. Il y avait aussi un médecin, voilà, historien, etc. Et dans le manuel, on voit très bien qu'il y a tout un panorama qui est dressé. Et je me disais, j'imagine justement que le but, un des buts de l'ouvrage, c'est aussi de valider quelque part au niveau scientifique, entre guillemets, puisque c'est dans le titre, euh, cette discipline de la parapsychologie. Euh, et en même temps, je me disais en me disant, c'est marrant parce que est-ce que c'est pas un débat millénaire un peu, cette histoire de vouloir avoir la validation du scientifique pour le domaine du parapsychique et je relisais un petit peu Cicéron, des divinations, etc., où il y a déjà ce débat dans l'Empire romain et finalement on se dit qu'on n'a pas avancé beaucoup depuis cette Hmm, époque. tout Comment à vous fait. voyez ça? Non, non, c'est très juste. Alors, il y a cette parapsychologie, c'est la frange la plus scientifique et celle qui tente de légitimer de la manière la plus carrée, la plus méthodologique, ce qu'il y a de fond de vérité dans le paranormal, parce que tout n'est pas vrai non plus. Le fait est que la science est aujourd'hui le discours dominant, hégémonique. Et avant, c'était pas forcément ça, hein. Ça pouvait venir de la religion ou d'autres discours. Euh, le fait est que la motivation de la plupart de ces acteurs, c'est de faciliter l'intégration de ces expériences au sein de la culture générale. On a du mal à supporter que des gens, parce que ça leur tombe dessus alors qu'ils l'ont même pas choisi, doivent subir une sorte de tabou, se cacher, ont du mal à parler de ça, ont du mal à trouver un accompagnement peuvent tomber dans des pièges, dans des dérives de zones un peu sombres de notre culture qui sous-traitent le paranormal parce que les psychologues, les médecins et l'intelligentsia en général n'est pas vraiment ouverte et formée pour penser et travailler avec ces questions. On a une culture qui est plutôt dans le rejet des expériences de transe, dans le rejet du paranormal, qui les marginalise, qui le ridiculise. Et pour le coup, c'est ça, cet effort de pénétrer dans le discours scientifique, d'utiliser le discours scientifique à un volet comme ça social. Après, c'est pas le seul volet. La motivation première, en tout cas pour moi et pour pas mal de mes collègues, voilà, moi qui n'ai pas vécu d'expérience, c'est comprendre. Si un fond de vérité derrière tout ça, qu'est-ce que ça ment, qu'est-ce que ça change ou modifie dans les lois de l'univers, dans la compréhension qu'on peut avoir du monde. Mm. Et justement, en tant que psychologue, c'était une de mes questions. Euh, J'imagine que le rôle principal, c'est de permettre à la personne, dans sa subjectivité, dans son parcours personnel, de pouvoir replacer ces événements, si elle ne les comprend pas, d'y mettre du sens. Mais est-ce que justement, c'est quoi l'enjeu qui est au-delà de ça? Parce qu'on sait que souvent, ça se manifeste selon le monde de la personne, mais quelque part, il y a une sorte, comme c'est mentionné dans l'ouvrage, de métamémoire ou de grande mémoire qui nous relie tous. Et comment le psychologue que vous êtes, il se place par rapport à ça? Est-ce que ça a de la place d'ailleurs dans votre manière d'aborder la chose auprès des patients, etc., ou pas?
Je suis pas forcément à développer des options métaphysiques, des interprétations possibles que moi j'apporterai. Par contre, si eux ils viennent avec leur lecture et leur modèle de compréhension, ben on peut tout à fait les accueillir et les discuter en détail. Là, le modèle de la métamémoire, c'est très peu connu. C'est des travaux de Bertrand Meust, ça date de 2011, où ils se rendent compte que dans l'Antiquité, la mémoire est divinisée. C'est un vrai dieu. Et au-delà de ça, ils se rendent compte aussi qu'il y a des travaux montrant que le fonctionnement de la mémoire est très similaire au fonctionnement de la divination. Beaucoup de voyants, dans des siècles et des siècles, vont dire, mais l'effort que je fais pour voir ce qu'il y a dans une enveloppe cachée ou des choses qui se passent à distance ou dans le futur, c'est le même effort que je ferai pour essayer de me souvenir de quelque chose que j'ai vécu, mais le mot me revient pas ou il y a des détails qui me reviennent pas. Et donc, comme un processus ordinaire, mnésique, mais dans le déroulé même, il passe par des associations qui l'enrichissent et qui amènent à se rendre compte que le fonctionnement de la mémoire n'est pas forcément très bien traité par les neurosciences et la psychologie cognitive actuelle qui a une sorte de paradoxe qui est le point de départ. Comment je fais pour savoir, si j'essaie de me rappeler de quelque chose, que c'est la chose que je cherche, si en fait, justement, mon point de départ, c'est que je l'ai oublié. Voilà, quand je reconnais, mais oui, c'est un tel, je sais que c'est lui. Mais tout ce qu'il y avait avant, je savais que c'était pas ça, mais que ça s'en approchait d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un paradoxe de la façon dont la mémoire vient vraiment questionner l'esprit en général. Et quand je fais de la divination, ma cible n'est pas un souvenir d'une expérience que j'ai éprouvée moi, mais une expérience que je pourrais éprouver, par exemple, dans le futur, ou que quelqu'un d'autre a éprouvé. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune autre difficulté que, finalement, on pourrait utiliser on pourrait faire des survenirs. Comme on a des souvenirs, on pourrait simplement dire, bon, allez, qu'est-ce qui va arriver au sujet d'examen demain? Et voilà, se laisser porter par cette intuition-là, et arriver à tomber juste, c'est extrêmement étonnant. Et notre culture, elle nous explique que c'est pas censé exister parce que ça inverse la flèche du temps, que ça détruit tous les supports d'énergie matériaux qui devraient se poser. Donc forcément, quand quelqu'un va avoir un rêve prémonitoire, il est déboussolé. C'est là où on retombe sur cette clinique. C'est une clinique des choses qui sont des anomalies qu'on n'est pas censé vivre et pour lequel toutes nos années d'éducation nous servent pas à grand-chose. Les gens autour de nous vont nous regarder bizarre. Pourtant, ces expériences sont extrêmement courantes. Le rêve prémonitoire, c'est une des expériences les plus fréquemment rapportées spontanément et une qui est aussi facilement étudiable. Et vous, justement, dans votre vécu de psychologue, vous voyez ça souvent, les gens qui viennent et qui ont quelque part honte d'en parler à leur entourage, enfin, qui considèrent que c'est quelque chose de négatif d'emblée? Oui, parce que moi, ils viennent me voir parce qu'ils ont entendu que ils ont peut-être vu un peu mes travaux, ils se disent, bon, lui, il est ouvert, il saura quoi faire. Mais pendant tout un temps, j'avais pas fait d'interviews ou de bouquins, et c'est vrai que j'avais éprouvé, comme pas mal de mes collègues, que les gens nous sondent en essayant de voir si on peut nous parler de ça, ou si on va subir une sorte de retour de flamme avec un diagnostic, un oui, oui, très bien, bon, passons à autre chose. Donc, il y a ce décalage. Il y a encore assez peu d'études sur les aspects vraiment sociologiques, mais il y avait une étude qui montrait sur les expériences de mort imminente, alors c'était en 95, ça a peut-être changé depuis, que les gens mettaient 17 ans et demi avant d'en parler à quelqu'un d'autre. Et 17 ans et demi, c'est vraiment, mais tellement, et ça c'était la moyenne, hein, c'est tellement gigantesque, c'est-à-dire on peut laisser passer une vie, et moi ça m'arrive souvent à la fin des conférences, les gens viennent me voir et disent bon voilà, j'en ai jamais parlé à personne, même pas à mon mari, et voilà, je vous balance ça. Et même lors de cette conférence qui a eu lieu à Paris, ben, à la pause qui durait 15 minutes, il y a une personne, et je le comprends tout à fait, qui a pris 10 minutes et qui a commencé à étaler toutes ces expériences qu'elle a accumulées depuis un certain temps. Et on sentait la précipitation, le besoin de trouver des espaces de partage, des espaces sociaux pour ça.
Oui, et ouais, et justement, je crois que vous organisez aussi non, des groupes pour les gens qui ont vécu ça et qui peuvent justement, j'imagine, venir partager leurs expériences entre eux. Ça peut être assez... Alors, c'est vrai que l'Institut Métapsychique International avait des groupes d'écoute et d'échange sur les expériences exceptionnelles qui étaient animés alors je pense qu'ils le sont toujours par Geoffrey Sprier, qui d'ailleurs va soutenir dans les prochains jours une thèse de doctorat à partir de son expérience. Au CIRSE, au Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, il y a aussi des tentatives, je crois, pour mettre en place des groupes. Moi, je ne suis plus au CIRSE depuis un an, c'est pour ça que Ah, je suis d'accord. plus informé de ce qui se passe. Et c'est vrai que cette modalité groupale, elle vient un petit peu compenser un manque et une demande qui est assez lancinante, qui est de refaire socius, quoi, refaire une société des micro-partages, parce qu'il y a des risques d'isolement ou de risques ou un sentiment de perdition avec tout ça. Moi, j'ai pas eu mal, lu par exemple des gens qui avaient pensé avoir été enlevés par l'extraterrestre, et ce qu'ils cherchaient par-dessus tout, c'est d'être avec des pairs, être avec des gens qui avaient connu ça, parce qu'ils sentaient bien que même un psychologue, ça lui passait 1 kilomètre au-dessus de la tête, quoi. Ouais, il y a besoin d'un partage de vécu dans l'expérience même. Ouais. Oui, cette idée d'entraide, qu'on va être beaucoup mieux si on est avec des gens qui pensent comme nous. Alors que bon, en réalité, je pense que ce qu'un psychologue peut offrir, hein, normalement, quand il suit vraiment les règles de sa pratique, c'est un espace de non-jugement, mais ça ne veut pas dire non plus de désintérêt. Et on peut s'investir sur des choses qu'on ne partage pas, qu'on ne croit pas, en allant dans le sens, non pas de la personne, mais de son intérêt, mon intérêt de mieux comprendre et de mieux intégrer dans sa vie les choses. D'accord. Et je me demandais, alors très souvent, c'est vrai que les EMI, c'est vraiment un thème, je trouve, qui est le plus médiatisé dans tout ce qui est phénomène un peu comme ça, inhabituel. Il y a eu les travaux de Raymond Moody qui ont été très connus. Mais souvent, on parle quand même beaucoup de ceux qui ont des expériences très positives, qui reviennent pleins d'amour, qui ont vu leurs proches, qui trouvent du sens. Et on parle peu de ceux qui ont vécu des choses assez difficiles, c'est-à-dire l'expérience, par exemple, de voir ce qui peut ressembler à l'enfer, purgatoire, la souffrance, etc. Est-ce que vous avez des patients comme ça qui ont vécu des choses comme ça? Et comment on fait pour la prise en charge par la suite? Parce que du coup, ça crée des peurs immense. Comment ça se passe? Mm. Et c'est très juste ce que vous dites, il y a une version bisounours de toutes ces expériences. On aurait presque envie de frôler la mort pour les avoir. Et ce côté sirupeux est effectivement aussi lié à ce que Moody a promu, hein, qui est une vision des expériences de mort imminente, qui n'a pas découvert, même le terme Near-Death Experiences n'est pas de lui. Et ça fait plus d'un siècle, en fait, que tout ça est déjà travaillé, mais il les a promus comme une expérience géniale qui nous montrait que on allait tous avoir une mort douce, et paradisiaque. En réalité, ça, c'est un prototype. Et le problème, c'est que quand il circule dans les médias, il couvre certaines expériences que les gens vont vraiment avoir, mais pas toutes. Et donc, sur le plan clinique, ce qu'on voit arriver, c'est des gens où il y a beaucoup plus d'ambivalence. Il y a des aspects positifs dans l'expérience, mais d'autres qui sont négatifs. Par exemple, le retour dans le corps peut être assez mal vécu. La réhabituation, elle est compliquée. Il y a 5 fois plus de couples, de séparation dans les relations de couple de gens qui ont vécu des EMI que quelqu'un d'autre qui frôlerait la mort sans EMI. Donc, c'est vraiment des problématiques qui vont demander parfois d'avoir une écoute spécialisée, professionnelle. Euh, il y a des cas aussi où effectivement les gens ont ça dans des circonstances assez dramatiques. Les expériences dont le contenu est négatif n'ont pas forcément que des répercussions négatives parce que justement ça peut renforcer l'envie de vivre et dire ben non, je suis revenu là maintenant, j'en profite à fond, etc. On a eu des études comme ça et c'est vrai qu'il a été très facile. Par exemple, on a bénéficié d'une collaboration avec Allianz France, donc un institut d'études des états proches de la mort, l'antenne française. Ils nous ont envoyé leur base de données. Et il y avait plus d'une centaine d'expériences négatives dans tout ce qu'ils avaient déjà collecté depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est pas les gens qui sont promus médiatiquement, alors que maintenant on se dit, ben, au début on disait que ça n'existait pas, après on a dit c'est peut-être 5%, et maintenant on est plus dans les 15-20%. En réalité, c'est qu'il y a l'expérience de mort imminente vue par la culture, telle qu'elle peut la digérer à un moment donné, qui n'est pas du tout conforme à ce que les scientifiques, ni les cliniciens d'ailleurs, retrouvent. Donc là, on a des écarts culturels
qui colore les choses d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que notre approche à nous, elle essaye d'être la plus neutre possible. On va pas chercher forcément que les trucs négatifs non plus. On n'est pas là pour gratter et tirer du mauvais côté. On aborde aussi les choses mystiques, éblouissantes. Sauf que ça peut avoir des répercussions en termes de nostalgie, en termes de décalage par rapport à la vie. Et ça, on l'accepte, on est prêt à l'écouter. Oui, j'imagine qu'il y a vraiment un travail sur le sens, parce que si vous dites qu'il y a 5 fois plus de divorces de quelqu'un qui revient d'une expérience comme ça, c'est qu'il y a sûrement des réévaluations de sens de sa vie. Forcément, ça fait un impact. Et c'est peut-être ça d'ailleurs ce qui peut être le plus précieux en fait, de ramener cette information ici, c'est de redonner un sens qui puisse après aider la personne bah, dans sa vie concrète, j'imagine. Oui, c'est ça, on va travailler sur le sens que peuvent prendre ces expériences parce qu'elles sont souvent bouleversantes. Elles ne le sont pas systématiquement. Il y a un tiers des gens qui ont des expériences de mort imminente mais qui n'ont pas de changement dans leur façon d'être. Elles sont déjà très bien comme ça. Mais par contre, deux tiers changent. Ils ne changent pas tous de la même manière et pas au même rythme. Et cet accompagnement, il a des côtés positifs comme négatifs. Je veux dire, quitter son couple, quitter son boulot, perdre le moindre repère qu'on avait dans l'existence et pas forcément réussir tout de suite en retrouver d'autres, ben, c'est des situations quand même assez tragiques. Moi, j'ai déjà accompagné des gens qui avaient été en prison à la suite d'une EMI. Pourquoi? Parce que étaient tombés dans l'alcool, avaient pris le volant alcoolisé, avaient fait un délit de fuite, et puis il s'est retrouvé en prison à cause de tout ça. Donc vous voyez, les répercussions sont diverses et variées, et c'est vrai que l'image d'Épinal de, d'un truc quasi paradisiaque, elle est assez loin en fait du commun. C'est plutôt des billets de recrutement, de sélection qui fait qu'on ne veut entendre et documenter que les expériences comme ça les plus fascinantes et qui nous donnent une vision assez positive de ce que devrait être la vie après la mort. Oui, puis comme vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que aujourd'hui, il y a tellement une espèce de scission et quelque part, même si dans le concret, dans le réel, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, mais on a quand même ce paradigme scientifique qui induit que c'est n'importe quoi, etc. Et peut-être que du coup, beaucoup de gens ne sont plus préparés et n'arrivent plus à appréhender en fait des choses qui étaient considérées comme étant naturelles. Et même actuellement, dans d'autres pays, on peut voir que c'est encore très présent cette dimension de l'invisible ou dans une forme de littérature. Je pense à l'Amérique latine où voilà le surréalisme, ce qu'on appelait ici surréalisme, c'est quelque chose de normal en fait, de banal. Et est-ce que c'est pas aussi cette rupture un peu anthropologique qui fait qu'on ne sait plus quoi en faire? Et que ça crée comme ça des personnes qui, finalement, au lieu de leur apporter quelque chose, ça va complètement bah, les déboussoler, quoi. Et c'est encore une fois très pertinent parce qu'on essaye de faire de la science et on se rend compte que quand on fait de la science, il y a une question de la réception sociale des informations. Et les parapsychologues, la parapsychologie n'est pas très connue, elle a mauvaise presse, mais parce qu'il y a tout un élan de controverse, de stigmatisation des chercheurs, de polarisation des débats. Qui fait que, alors sur les EMI, vous allez avoir tout un groupe de chercheurs qui disent, bon, bah, c'est le cerveau qui fait n'importe quoi sur la fin. Donc forcément, il y a pas de point d'entente, il n'y a pas d'échange réel. Et même ces théories-là, attribuant toutes les EMI à un cerveau mourant, elles tiennent pas la route sur le plan empirique. Donc c'est un vrai souci que ces sujets soient à un niveau culturel extrêmement chargé, extrêmement connoté. Et, euh, et pour le coup, on a une culture qui, on s'en rend même pas compte, qui est construite contre la magie. On va accepter dans la religion, par exemple, certains types de miracles qui seront positifs, valorisés, et d'autres qui seront négatifs, et des choses qui rentrent pas du tout dedans, mais on n'a pas une spiritualité qui avance au même rythme que les gens, j'ai envie de dire. Et il y a des pays où ces phénomènes sont beaucoup plus ordinaires, la vie avec l'invisible, elle a ses propres rites, elle a ses propres codifications. Nous, on est obligé parfois de les importer, on va aller chercher du chamanisme, on va aller chercher des orientalismes, etc., pour avoir des rapports différents avec l'invisible qui permettent de mieux intégrer tout ce qu'on est en train de vivre, parce que les gens le vivent que les scientifiques s'y opposent ou non. C'est quand même assez massif, hein. On parle quand même de un tiers de la population occidentale qui rapporte au moins une de ces expériences au cours de la vie, et la moitié, au moins la moitié de la population occidentale qui croit à l'existence d'au moins
un phénomène paranormal. Donc c'est vraiment présent globalement, sauf que ce n'est pas digéré, ça fait pas partie du discours public officiel. Et pour le coup, on va aller dans tous les méandres de tous les bricolages possibles en termes d'assimilation spirituelle. Et il y a des poches, il y a des poches, il y a des sous-groupes culturels, il y a des sous-cultures qui vont être beaucoup plus accueillantes. On va par exemple générer en France le spiritisme au milieu du 19e siècle, qui est un endroit où on peut élaborer ces sujets dans un cadre mi-religieux, mi-scientifique, alors que les scientifiques des académies avaient rejeté l'étude de ces phénomènes. Et tout ça va grandir et le surréalisme est une tentative culturelle de réappropriation de ces sujets qui fait les poches des spirites, qui fait également les poches des parapsychologues de l'époque. C'est une expression qu'utilise Bertrand Meust. Parce que on voit bien que même le spiritisme, il a eu ses moments de gloire, si vous voulez, parce que Alan Kardec, qui était un de ses codificateurs français, a probablement été un des auteurs de philosophie populaire le plus lu du 19e siècle. Il y a eu plus d'1 million d'adeptes du spiritisme en France, et pourtant aujourd'hui, il y a quelques groupes qui vivotent à gauche à droite en France, alors qu'au Brésil, c'est la quatrième ou cinquième religion la plus importante. Ouais, non, mais je pense qu'en France, on a une histoire particulière, même à l'intérieur, par rapport à l'Italie ou des endroits comme ça. Il y a vraiment un prisme scientiste important, en fait, Ben, qui les est gens assez... prétendent être cartésiens C'est ça. et en même temps, dans chaque région, le Jura, les Vosges, la Corse, l'Auvergne, vous avez vos groupes de guérisseurs, vous avez vos traditions particulières. Et c'est juste que la rencontre entre le monde scientifique, académique et la population se fait peu ou mal. En fait, dans un sorte de jugement critique et de hiérarchie des savoirs. Alors qu'il y aurait à prendre des deux côtés, en fin de compte, et qu'on est vraiment à une époque, même plus globalement, où on a intérêt, en fait, à faire la jonction entre... parce que la science peut apporter aussi, enfin, j'imagine, voilà. C'est aussi pour ça, manuel de la parapsychologie scientifique. En tout Et cas, on le souhaite parce que enfin, voilà, les parapsychologues ont la prétention de s'intéresser à l'ensemble du réel et donc à ne pas occulter ces domaines-là, même s'ils sont sulfureux dans leur réputation. Et dans le même temps, il faut savoir qu'une forte opposition vient de gens qui se pensent déjà très spirituels, très religieux, qui ont leur propre interprétation de la chose et qui n'ont pas du tout envie que les scientifiques mettent leur nez là-dedans parce qu'ils n'ont rien à dire d'intéressant. Voilà. Et du coup, il y a quand même des compétitions de discours. C'est vrai que les parapsychologues restent inféodés à la science. Ils suivent cette ligne directrice. Ils sont très critiques entre eux et ils suivent tous les préceptes du développement d'une discipline scientifique. Sauf que bon, les résultats en France sont assez mauvais par rapport à d'autres pays qui ont déjà des unités de recherche d'enseignement universitaire sur ces sujets. Il y en a une douzaine en Angleterre, par exemple. Donc là, on a vraiment un décalage d'expertise. Quand on va parler de ces sujets en France, on va en parler souvent très mal. Il y a beaucoup de mésinformation et de désinformation. Il y a des experts autoproclamés de tous les côtés. Et c'est donc très difficile de faire entendre des choses qui ne braquent pas les gens, qui ne font pas juste encore renforcer ce fossé entre les individus. oui, et dommage. Et je me disais que peut-être la porte aussi qui peut être intéressante, et j'imagine que vous y êtes déjà à moitié avec ce qu'on s'est dit, c'est l'alliance entre la psychologie et l'anthropologie. Je pense que c'est vraiment deux disciplines là qui peuvent vraiment s'apporter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait spécifiquement entre ces deux disciplines? Enfin, est-ce que ça, c'est quoi les travaux qui existent là-dedans? Bah, alors, je vais parler un peu de moi malheureusement, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup eu à travailler sur ce qu'on appelle l'anthropologie clinique, la compréhension des dispositifs de soins, soins non conventionnels notamment, et avec Deborah Kessler-Biltower, par exemple, à l'Université de Lorraine, qui avait fait, elle, son terrain de thèse sur les guérisseurs de l'ensemble des départements de Lorraine pendant 7 ans. Eh ben, on s'est très vite rencontrés sur ces sujets et on a choisi d'opter pour la question de la santé mentale. Pourquoi les gens vont voir des médiums, des voyants, deux types de guérisseurs pour des questions de dépression, burn-out, psychose, autisme, etc. Et ça, c'est très peu étudié, ça échappe aux observatoires de santé, alors que, il y a une norme
dans le domaine, qui est le pluralisme thérapeutique. Les gens vont se faire soigner par des méthodes non prouvées scientifiquement, en même temps qu'ils vont aussi voir le médecin ou le psychologue conventionnel. Et donc cette double existence, c'est comme si on faisait porter aux gens la responsabilité de faire des choix en termes de guérison, parce qu'au niveau de l'État, on n'étudie pas, on ne régule pas, on n'intègre pas ces différents types de soins. Donc là, voilà, l'anthropologie de la santé a déjà un lien très particulier. Puis je travaille avec des gens par exemple, vont voir c'est quoi se former à devenir médium. Je travaille avec des gens qui, avec un œil d'anthropologue aussi, vont regarder ben, c'est quoi sortir de son corps, avoir ce type d'expérience, qu'est-ce que ça vient dire de la représentation, qu'on a aussi de la corporalité, sachant elle évolue constamment. Vous avez parlé d'Italie. En Italie, il y a eu des travaux d'Ernesto De Martino, qui est un anthropologue italien, qui a amené des choses très étonnante en disant, regardez, dans plein d'autres cultures, par exemple africaines, l'idée qu'il y a un esprit dans un corps, elle est tangentielle. C'est-à-dire, très souvent, on peut vous voler votre esprit, il y a un esprit qui peut rentrer dans votre corps, donc vous pouvez avoir ce qu'il appelle une crise de la présence. Il y a pas cette certitude, cette garantie qu'on a, nous, en Occident, où on a l'impression d'être tranquille, d'être maître et de contrôler l'ensemble de notre psychophysique. Alors qu'en réalité, dès qu'on sort de son corps, on est perdu. Dès qu'on a des sensations de possession, des voix qui nous parlent, on est perdu. C'est des choses qui sont exclues de la norme occidentale. Et là, on voit bien qu'il y a une grande partie des effets de souffrance qui sont des effets de défauts culturels pour penser les choses. Oui, et puis ça me fait penser à plusieurs choses, mais je pense par exemple à Tobis Nathan quand même, qui s'est intéressé beaucoup au peuple en Afrique, etc., et qui avait un peu construit comme ça une forme de prise en charge où on prend en compte justement tout ce vécu, toute cette connaissance, j'ai envie de dire, des phénomènes et justement parce qu'en Afrique, voilà, l'initiation, les ancêtres, etc., ça rentre dans le vécu. Et ça me fait penser aussi, vous dites, on est perdu quand... c'est parce que en fait, on a perdu de la connaissance, je pense. Et évidemment, on n'est plus à l'époque de Pythagore où il y avait tout un dispositif pour ça, quoi, pour en faire quelque chose qui était vraiment une connaissance en fin de compte. Et là, moi, sortir du corps, c'est vraiment mon thème de prédilection. D'ailleurs, je sais pas si c'est un bon terme. Et je pense que justement, plus on s'intéresse à ça, et plus on voit qu'il y a des choses qui font que il y a vraiment quelque chose à se réapproprier, même au niveau individuel, pour ne plus en avoir peur. Et ouais, j'ai pas d'autre mot qu'une forme de connaissance perdue, en fait. Et je pense que c'est ça qui crée la peur. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Et je me disais, alors il y a, OK, prise en charge de tous ces phénomènes, tous ces gens. Et est-ce que, alors, voilà, du rêve, moi j'aime beaucoup le rêve, comme vous dites, c'est celui que tout le monde vit. Rêve lucide, par exemple, je pense, et sortir du corps ne pourrait pas devenir aussi, si on... des formes de thérapeutique dans le futur, c'est-à-dire pour certaines personnes qui sont un peu en perte de sens dans cette dimension, c'est-à-dire faire le processus inverse, euh, donner des éléments pour pouvoir déclencher ce genre de pratiques qui sont très puissantes en fait au niveau de l'expérience, au niveau du ressenti, pour ensuite pouvoir les réintégrer ici. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais créer une espèce d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, etc. Enfin, redonner de la motivation, etc. Je me disais que peut-être pour certaines personnes, ça pourrait être une forme de thérapeutique aussi de se réapproprier ces connaissances. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses, je vais répondre à différents aspects. Oui, l'approche ethnopsychiatrique de Toby Nathan nous intéresse. C'est vraiment déjà de dégager une position où on ne met pas le savoir occidental en surplomb de tous les autres. Et d'ailleurs, la thèse de Geoffrey Sprier dont je parlais se fait dans ce cadre d'ethnopsychiatrie. Sauf que justement, elle vient combler un manque. Cette ethnopsychiatrie, elle a accueilli à bras ouverts l'exotisme des autres, mais très peu notre exotisme interne, l'ailleurs interne dont parle Bertrand Meaus, c'est-à-dire ben, nos voyants, nos médiums, etc., locaux, il n'y a pas d'études ethnopsychiatriques sur eux, et donc ça manque cruellement. Après, vous dites effectivement, il y avait des époques où il y avait des connaissances et des traditions là-dessus. Bon, il y a des gens qui sont encore très amateurs de tout ça, mais on a ce souci d'être quand même, nous, biberonnés à la science.
Et quand on est là-dessus, on a du mal à gober des choses, je sais pas, tous les trucs sur les énergies subtiles, les corps subtils. On peut y croire, et je suis pas contre les gens qui y croient, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'intermédiaire où ils cherchent des choses un peu plus fondées. C'est pour ça qu'on a des discours de développement personnel et de New Age qui disent, voilà, la science a prouvé qu'on peut sortir de son corps, par exemple. Et donc, même si c'est beaucoup plus complexe, en réalité, on va se servir de ce discours un petit peu rénové, contemporain, où on ajoute l'adjectif quantique à n'importe quoi. Mais je suis d'accord qu'il faut aller vers un guidage. Il faut renouveler la façon dont on accompagne ces expériences plutôt que de les rejeter systématiquement. Parce que, comme vous le suggérez, il y a des bénéfices dans ces vécus. Beaucoup de gens en ressortent grandis, émerveillés. Ça leur donne des sources de motivation et des compréhensions aussi de leur corps, du sens de la vie, des missions qu'ils ont. C'est pour ça que ce qu'on fait à l'Université de Lorraine, ce qu'on a beaucoup étudié pendant tout un temps, les expériences spontanées, exceptionnelles, et maintenant on essaye de les induire. Donc on utilise le canal qui est le plus connu pour ça, qui sont les états non ordinaires de conscience. Et on a des dispositifs qui produisent des formes de relaxation ou des formes de stimulation qui vont permettre, dans un cas très contrôlé, sans dégâts, sans répercussions négatives, je veux dire, de voir la chose. On a donc des gens qu'on profile, qu'on sélectionne. Ensuite, on leur fait passer dans un protocole qui peut être par exemple une lampe stroboscopique qui n'est pas invasive, hein. Ils ont juste les paupières closes et la lumière frappe directement dessus sur leur visage et leur fait avoir des visions qui peuvent être diverses et variées selon les gens. Et on regarde ensuite le moment même, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils le qualifieraient, et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils en tirent dans leur vie de ce simple passage au laboratoire. On fait ça, par exemple, aussi en imitant un dispositif antique qui s'appelle le nécromanteion. Ce sont des temples qui permettent de communiquer avec les défunts. Eh bien, on a réadapté quelque chose que Raymond Moody a amené qui s'appelle le psychomonteion, qui est une petite cabine d'atténuation sensorielle dans lequel on essaie de favoriser des contacts avec des défunts, nous, psychologues. Là, on le fait en laboratoire, parce qu'on est en train de regarder pour qui c'est indiqué, quels sont les effets dont on peut vraiment se dire. C'est pas juste quelqu'un qui écrirait un bouquin et qui dirait, voilà, c'est génial, venez faire ma recette magique, quoi. Nous, on essaie vraiment d'aborder les choses pour montrer aussi les risques qui sont associés et voir les limites de ces dispositifs. Mais s'ils ont un intérêt, et par exemple pour certains types de deuil, ça pourrait avoir un intérêt, eh ben, à ce moment-là, ce serait très juste de les intégrer dans notre culture. Et notre culture, elle demande aussi un bagage, une rigueur, un cadre scientifique dans lequel placer ces choses-là. Et vous avez du coup, j'imagine que ça fait plusieurs années que vous avez mis ça en place. Vous avez déjà des retours d'expérience des gens qui ont participé à ces tentatives par rapport à leur vécu, justement. Alors, on n'a pas encore suffisamment de recul, parce que même si ça fait des années qu'on met en place, il faut comprendre que la recherche elle est déjà très peu financée. Donc, j'ai des doctorants qui travaillent à temps plein, par exemple, comme psychologue clinicien, et sur leur temps libre font leur thèse. Ça, c'est un peu la misère des sciences humaines et sociales en France, hein, où il y a seulement 40% de thèses financées. Deuxièmement, il y a beaucoup d'aspects administratifs. Là, j'ai un doctorant, il est en 3e année, et il vient seulement de pouvoir déposer son dossier administratif pour pouvoir réaliser son étude. Parce que ça prend tout ce temps-là, de monter l'étude, de convaincre, de remplir tous les documents, etc. C'est presque, il faut énormément de volonté, c'est presque décourageant. Mais voilà, ça n'empêche pas de réfléchir, de rencontrer, sauf qu'on n'a pas pu encore valider l'intérêt de ces différents dispositifs. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage en fait entre tout ce qu'on pourrait mettre en place et le concret très Oui, matériel. il y a des gens qui vont plus vite que nous, mais peut-être qu'ils vont plus vite que la musique aussi. D'accord. Et du coup, actuellement, est-ce que, il y a d'autres pays où ça, vous avez l'impression que ça avance plus vite, où il se passe des choses, où c'est plus fluide? Bon, déjà, il y a plein de cultures où on n'appelle pas ça paranormal. Ça fait partie, il y a toujours un aspect culturel qui l'intègre plus ou moins bien. Alors, c'est avec des différentes religions, etc. Après, pour les pays occidentaux, c'est la question. La plupart des pays européens possèdent une unité académique travaillant sur la parapsychologie. C'est pas grand-chose forcément, mais ça permet d'avoir au moins quelques experts qui transmettent à des nouvelles générations un certain nombre de connaissances. Et on peut pas juste dire la parapsychologie, c'est une pseudo-science, c'est tous des escrocs, et circuler, il n'y a rien à voir. Comme c'est possible de faire ça en France, de
complètement balayer le domaine sans y connaître rien. On n'est même pas taxé d'ignorance. En faisant ça, on peut même se prétendre défenseur de l'esprit critique et de la science en disant de telles bêtises. Alors qu'en Angleterre, je vous disais, il y a une douzaine de départements de recherche et d'enseignement qui ont des chercheurs travaillant là-dessus. En Allemagne, il y avait dès les années 50, 60, une chaire à Freiburg et Breslau, près de Strasbourg. Et puis, il y a un cortège d'universitaires dans plein d'endroits qui connaissent très bien ces domaines. Il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a actuellement en Suède, en Italie, etc. Donc c'est assez répandu, mais ça reste un micro-domaine au sens où il y a à peu près 300 chercheurs dans le monde qui consacrent une partie de leur temps à la parapsychologie. Les sources de financement sont très rares et donc c'est un domaine qui avance pas à la vitesse où il devrait avancer, sachant qu'il y a des boulevards, il y a énormément de choses à savoir. Vous avez parlé de sortir du corps, mais on aimerait comprendre ce qui se passe dans le cerveau, on aimerait comprendre comment on arrive à induire ça de façon répétée. Voilà, on aimerait comprendre les répercussions positives de ces expériences. Et au final, à chaque fois, ça demanderait 5, 10 ans d'études et qu'on a du mal à réunir. Voilà. Ok. En tout cas, il se passe quand même des choses et déjà de savoir qu'il y a des gens qui s'y intéressent et qui mettent ça dans le champ académique et scientifique, c'est déjà énorme. Et pour terminer, je voulais vous demander justement, alors, pour ceux que ça découragerait pas, qui étudieraient, qui sont des futurs psychologues, mais qui sont aussi intéressés par ce domaine, quels conseils vous pourriez leur donner et quels sont justement les enjeux, là, les prochains enjeux que vous voyez par rapport à ça? Ben, avant cette interview, j'avais encore un nouvel étudiant qui voudrait aussi éventuellement faire un doctorat là-dessus. Et j'ai dû lui expliquer que bon, moi-même, par exemple, j'encadre déjà 10 doctorats, c'est la limite, je ne peux pas en prendre plus. Et c'est vrai qu'on manque d'enseignants-chercheurs en France qui ont l'habilitation pour encadrer ce type de recherche. On manque parfois aussi de ce soutien-là, mais il y a déjà beaucoup de lectures qui peuvent être faites pour parfaire son sujet. Et il y a aussi toujours cette idée qui ont été suivies dans d'autres pays. Ne faites pas de la parapsychologie stricto sensu pour ne chercher que l'aspect paranormal. Intéressez-vous à une question beaucoup plus générale dans laquelle les aspects parapsychologiques se glissent assez bien. Et en psychologie, par exemple, si on travaille sur les sorteurs du corps, on peut s'intéresser à beaucoup de choses en réalité par rapport à l'image du corps, à la corporalité, à certains traumas, par exemple, qui sont associés à la sortie du corps, et comment finalement, quand on est dans un instant traumatique, on va avoir une dissociation qui fait qu'on n'est plus tout à fait dans notre corps, par exemple, quand on subit un abus sexuel. Et voilà, j'amène la question d'une façon clinique, je l'amène d'une façon historique, sociologique, anthropologique. Et de cette façon-là, je vais pas dans le mur directement. Ma question est entendable par mes collègues, qui n'y connaissent peut-être rien à tout l'aspect parapsychologique, qui est fascinant, mais ils n'y connaissent rien, donc ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Donc voilà, ça c'est des voies d'entrée, de construire sa problématique de façon plus large. Et puis, il faut comprendre que comme la parapsychologie se développe au niveau international, il va falloir connaître l'anglais, s'inscrire peut-être à des organismes anglais qui diffusent les informations, les conférences, qui organisent les congrès là-dessus. Là, ce jeune étudiant, ce matin, de son propre chef, il a été se rendre à Northampton, en Angleterre, qui est un des lieux où il y a une quinzaine de chercheurs qui sont rassemblés dans une même université, dans un département de psychologie. Et du coup, bah, c'est incroyable. Tout le monde bosse sur des trucs formidables, tous les aspects sont inclus. Donc là, il y a un écosystème pour progresser qui est absolument génial. On n'a pas beaucoup ça en France. Donc moi, je fais ce que je peux à Nancy, mais on est que quelques-uns. Et voilà, donc on ne pourra pas engorger tout ça. Mais voilà, je pense que faut se dire que c'est pas fini. Il faut peut-être construire beaucoup plus du réseau et beaucoup plus une problématique qui soit un peu transversale, quoi. Ouais, et ça boucle un peu ce qu'on disait au début et voilà l'idée de faire la jonction entre les différentes disciplines, construire des ponts en fait, parce que de toute façon, la parapsychologie, de fait, en tout cas les phénomènes inexpliqués, dits inexpliqués, s'inscrivent dans notre réel et notre réel, il passe pas dans tous les sens, quoi. Donc de toute façon, de fait, ça peut pas être quelque chose de clos et je pense qu'il y a vraiment ouais, cette idée de pont, elle est super importante.
Alors, elle s'inscrit dans le réel pour certaines personnes, très clairement, mais après, quand on passe à la phase expérimentale en laboratoire, c'est plus compliqué. Les phénomènes sont assez difficiles à reproduire, même si, quand on regarde avec beaucoup de recul, il y a quand même une forme de reproductibilité qui est là. Mais par exemple, tout récemment, j'étais dans le jury d'une thèse de quelqu'un qui est à Paris 8 et dont la thèse portait sur l'intuition. Vous voyez, ça, c'était très large, parce qu'on a tous des travaux sur l'intuition cognitive, la façon de penser différemment. Et il y a aussi une intuition qu'il appelait non locale, qui avait l'air plus d'être de la divination. Et il a mis dans tous les abords qu'il a fait, il a également inclus un test expérimental de pressentiment, de prémonition, qui a échoué. Et donc, si toute sa thèse reposait seulement sur je veux prouver la réalité de la précognition, bon, ce serait une catastrophe. Heureusement, vous voyez, il a vraiment de quoi rebondir et son échec est tout à fait relativisable. Oui, puis c'est toujours cette histoire, d'ailleurs, qui a été mentionnée dans la conférence au Forum 104, de... on ne peut pas mettre ces phénomènes-là dans des cases et dans un temps, comme le voudrait la science, de reproductivité à l'infini, etc., etc. Parce que le cadre et la structure inhérente de ces phénomènes, c'est pas la même. Et c'est là où il y a peut-être un peu ce qui peut apparaître de l'extérieur comme étant... Enfin, en fait, c'est pas le même paradigme, quoi. Donc, c'est sûr qu'on peut pas se fonder sur cette histoire de refaire comme on veut des expériences et de se baser uniquement sur ça. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà l'aspect, c'est des êtres humains, ou vivants en tout cas, qui sont associés à ces phénomènes. C'est pas des machines qui peuvent le produire, donc ça diffère de tout ce qu'on peut faire en physique éventuellement. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que les expérimentateurs ont un rôle à jouer dans l'expérience. Ils vont favoriser l'obtention de résultats conformes à leurs propres attentes. Et ça, c'est hyper problématique sur le plan de développement de connaissances. Mais tous les parapsychologues ne disent pas il faut changer de paradigme, vous comprenez rien. Ils disent plutôt on joue selon les règles, qui sont celles de la science, des règles qui sont d'ailleurs toujours en train d'évoluer en termes d'exigences de plus en plus fortes, et on obtient des résultats selon les règles. Mais on se rend compte en même temps qu'on obtiendrait plus de résultats en pensant les choses différemment, en comprenant que ces phénomènes réagissent aux conditions d'observation. Et là, il y a des développements qui vont être proposés sur un plan théorique, mais qui sont aussi source de nouvelles controverses parce que ça interroge la manière même de faire de la science. Et donc, il y a un côté subversif sur le plan épistémologique. Et donc, les scientifiques peuvent forcément freiner les cas de fer face à ça en disant, mais moi, je suis très bien dans mon domaine. Le parapsychologue qui prétend prouver la télépathie, il me dit que je dois changer ma façon de faire la science. Bah non, je prends ni l'un ni l'autre. Et pourtant, ça pourrait être la parapsychologie qui amène à des nouvelles méthodes et qui fait évoluer la science. Je l'espère, pour moi, c'est même pas encore très clair dans ma tête. Je suis juste effectivement assez circonspect de la façon dont les phénomènes se présentent spontanément et effectivement de façon très régulière, ce côté très fugace qu'on appelle élusif, qui fait que les phénomènes jouent avec les critères dans lesquels, les cages dans lesquelles on essaie de les coincer, de les contrôler, et que pour le coup, ça limite aussi, hein, ça donne des limites au phénomène qu'on ne va pas pouvoir utiliser pour faire de l'espionnage ou tuer des gens à distance, alimenter les fantasmes qui sont totalement présents dans la culture, hein. On voit des mutants super doués avec des super méchants en face, et il y a personne qui freine, qui limite quoi que ce soit, alors que les phénomènes, ils sont très équilibrés écologiquement, ils ont des limites naturelles, des lois qu'on est en train de découvrir, et ces lois, elles nous permettent vraiment, je pense, de mieux les intégrer dans la compréhension du monde qu'on peut avoir sans continuer à en avoir peur, parce que quand on vous parle d'un fantôme, les gens disent bah, j'y crois pas, mais quand même ça me fait flipper quoi. Mm. Oui, c'est ça qui fait partie du non-dit un peu, c'est la peur sous-jacente, une espèce de peur comme ça anthropologique due à cette perte de connaissance. Oui, mais parce que culturellement, les cultures n'ont pas développé des modèles scientifiques de ces sujets, ils ont développé des modèles moralistes qui Mm. sont intéressants, mais qui disent voilà, des bons esprits, des mauvais esprits, la providence, des anges, des démons. Et ces modèles-là sont faits pour jouer sur les émotions. Et donner une sorte d'explication transcendante à ce qui se passe, alors que, bon, nous, ce qu'on constate plus, c'est que c'est immanent, c'est-à-dire c'est toujours en lien avec la dynamique psychique des individus ou des êtres vivants concernés.
Et pour le coup, le modèle culturel n'est pas non plus un modèle de référence. Si les gens ont adopté ça et qu'ils s'en sortent avec, pourquoi pas? Mais de quelqu'un qui pense qu'il a un démon chez lui, enfin, c'est compliqué à vivre aussi. Donc, il faut pas non plus rejeter la science en disant elle comprend rien, c'est des matérialistes, réductionnistes, et dire et se jeter à bras ouverts dans les modèles religieux traditionnels qui sont vraiment pas plus avancés, quoi. Oui. Et puis après, comme vous dites, enfin, il y a toute une question de discernement là-dedans, parce que c'est vrai que là, vous parliez de démons. Je pense à des gens, par exemple, bah, qui ont quand même des griffures sur leur corps ou qui reçoivent des coups de choses qui sont présentes dans leur environnement, par exemple. Ça peut être violent des fois et c'est très matériel. Donc, c'est vrai que... Alors, c'est très matériel. Il faudrait voir dans le détail à quoi vous pensez parce qu'il peut avoir l'apparition de ces marques de façon très psychosomatique sans douleur. D'accord. Les cas de hantise ne sont jamais accompagnés de douleurs physiques. Les objets peuvent être cassés, mais les êtres vivants ne subissent pas de dommages. En réalité, hein, il y a vraiment des cas où bon, les gens commencent à s'enfuir et se cassent la figure dans les escaliers, mais ça, c'est vraiment subsidiaire. Donc là, c'est pareil, ça fait partie des limites, c'est-à-dire les phénomènes sont très intimidants. On parle d'une agressivité métaphorique, mais en réalité, ils ne sont pas dangereux en soi. Hmm. Ah, c'est intéressant, ça, cette nuance. Et ça me fait penser justement à la fameuse conférence, à un moment, je sais plus si c'était vous ou un de vos collègues, qui parlait des phénomènes qui agissent comme s'ils étaient intelligents. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si finalement ils savaient ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Enfin, comme s'il y avait une espèce de dialogue en fait avec cet invisible. Et le fait de ne pas pouvoir les déclencher comme on veut, quand on veut, c'est peut-être aussi parce que voilà, il y a un sens au fait qu'ils déclenchent à un certain moment. En tout cas, il y a un sens pour la personne qui le vit. C'est ça, c'est que parmi les théorisations qui ont été proposées, certaines sont appuyées sur la théorie générale des systèmes. Donc, dans les systèmes, on va utiliser le même vocabulaire pour parler d'un individu, mais aussi d'un groupe, d'une famille, et d'un groupe, d'une espèce, d'une nation, etc. Et donc là, on a un niveau où on se rend compte en parapsychologie que la barrière entre moi et mon environnement se brise. Mon environnement réagit à ce que je vis ou je capte des choses dans mon environnement au-delà des frontières spatio-temporelles habituelles. Donc dans cette vision-là, il y a une sorte d'unité, de communion avec l'environnement. Et pour le coup, ce qui m'est renvoyé de l'extérieur, comme par exemple des phénomènes de poltergeist où les objets bougent et vont se cacher, etc., réapparaissent à un moment donné sur sollicitation, ben on pourrait projeter l'existence d'une intelligence extérieure qui est la responsable de tout cela, quand on ne prend pas le point de vue de dire, mais en fait, c'est en lien avec ce que je raconte. Je vous donne un exemple, un cas qu'on va publier là prochainement dans un ouvrage. La personne, elle déménage, elle est en rupture familiale, elle s'installe, et dans ces cartons de déménagement, il y en a qui tombent par terre alors qu'ils sont extrêmement lourds, et pas tous les cartons, mais certains cartons sont renversés entièrement, et ces cartons contiennent un livre autobiographique sur sa famille, sur les choses qu'elle a comprises de sa famille, les grandes questions qu'elle se pose. Et donc, c'est pas n'importe quel cardon, et il y a un symbole, et bien sûr qu'elle, elle l'entend, elle peut se dire qu'il y a un sens caché derrière tout cela, et une intention. Mais on voit aussi comment la problématique, c'est si on imaginait que notre environnement fait aussi partie de nous-mêmes, comme notre corps fait partie de nous-mêmes, eh bien, le symptôme appuie là où ça a du sens. Oui, ça déclenche des synchronicités en fait qui vont ensuite donner du sens par rapport à notre histoire C'est ça. personnelle. Ouais. Ça me fait penser aussi à une expérience que j'avais entendue de poltergeist d'une femme qui avait des chapelets qui tombaient sur elle. Alors, je ne sais pas trop d'où ils venaient, bref. Et en fait, elle a déménagé, elle allait très loin de là où elle habitait, elle a divorcé, et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et Mhm. quelques années plus tard, elle est revenue à l'endroit où elle était au départ, et elle s'est remise avec son ancien mari, et c'est revenu, le Mhm. phénomène. Du coup, là, pour les gens, souvent, ils préfèrent parler de maisons hantées que de personnes hantées. Mm. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les lieux importent peu. En fait, ça va avoir des aspects fonctionnels, hein, implicites. Mais le plus souvent, ce qui joue, c'est les relations entre les gens. Et surtout, la difficulté à équilibrer, harmoniser ces relations comme chacun le souhaiterait.
Donc là, vous me dites, divorce, c'est peut-être le divorce qui est plus important, et de se remettre en couple, c'est peut-être ça qui est générateur du phénomène, plus que de Ouais. revenir sur les lieux. C'est ça, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi, par exemple, quand on parle de, là, je prends le grand motif classique, mais château hanté, il y a des gens qui vont dans un endroit dit hanté, ils vont avoir plein de phénomènes qui se déclenchent, et puis il y en a, il se passe rien du tout. Et cette histoire de le relier à la personne, ça expliquerait justement. Il y a Euh, une chose à distinguer, c'est que l'expérience de hantise, qui serait sensation de présence, observation, interprétation d'anomalies comme ça, comme étant des silhouettes, des sons étranges, etc., c'est une expérience qu'on est tous capables de faire et qui est une sorte d'illusion, de quasi-hallucination, qu'on peut même tout à fait induire par suggestion. Donc le fait d'aller dans un lieu hanté, ou qui a la réputation d'être hanté, nous met déjà dans des très bonnes dispositions pour le faire. C'est pour moi encore assez différent des cas de poltergeist, qui sont des cas un peu plus structurés, où il y a vraiment un développement qui habituellement dure autour de 3 mois, et où on va retrouver cette trame. Là. Donc l'expérience de hantise, qu'on peut avoir l'impression de croiser un fantôme, n'est pas tout à fait la même. Après, on peut quand même garder une forme de neutralité, même si on va dans un lieu dit. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience d'aller dans un lieu qui était dit, en tout cas, ayant beaucoup de manifestations, et j'en ai eu aucune. Et pourtant, voilà, je suis quand même ouverte à ça, etc. Mais j'étais quand même capable de dire, non, là, il n'y a rien, et c'est pas parce qu'il y a le Oui, parquet c'est qui ça. grince qu'il On se peut passe. résister aux suggestions du décor et des gens. Moi, personnellement, je ne vis rien nulle part. Je trouve ça très joli, mais, mais ça me fait rien du tout, quoi. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. On voit qu'il y a plein de pistes encore à étudier, que ce soit dans le domaine académique ou même pour ceux qui s'intéressent tout simplement à ça. Et, et voilà, est-ce que vous avez une actualité des prochains livres qui vont sortir ou des événements auxquels vous participez? Oui, beaucoup de choses. On fait justement un colloque sur les expériences exceptionnelles de fin de vie à Nancy, le 4 et le 5 décembre, mais c'est un colloque qu'on peut suivre en ligne, en français, en anglais. Il suffit de s'inscrire gratuitement. Et puis, donc, on a fait paraître ce grand manuel de parapsychologie scientifique en juin chez Duno, mais également très récemment un livre collectif qui s'appelle Face à l'invisible, paranormal du mythe et à la réalité chez Kimé, où voilà, on voit, c'est de la culture générale en parapsie, on voit plein de chercheurs actuels qui discutent de façon d'appréhender ça. Donc, il y avait l'aspect anthropologique qui vraiment traverse avec le thème des mythes. Et puis, on a plein d'autres actualités, manifestations scientifiques qui sont souvent au grand public et gratuites. On essaie toujours de le faire comme ça à Nancy. Et donc, ben, n'hésitez pas à suivre l'actualité. Notre laboratoire s'appelle Interpsy. Et puis, il y a plein de doctorants qui communiquent sur tous ces sujets, quoi. Merci beaucoup en tout cas Renaud Evra pour toutes ces Et merci encore informations. pour votre invitation et accueil. Puis, bonne continuation et j'espère qu'on sera amené à se recroiser, quoi.